Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine, il y a 4 sujets dont j'ai envie de vous parler. Le premier, c'est évidemment le vote du budget à l'Assemblée nationale. On étudiait la partie recettes. Avec le nouveau Front populaire, on avait fait économiser beaucoup d'argent à l'État, mais le Rassemblement national a tout foutu par terre. Je vous expliquerai pourquoi il y a eu une situation exceptionnelle sur cette question du budget où, accrochez-vous, le gouvernement est devenu l'opposition. C'est assez dingue, mais je vais vous raconter tout ça en détail. Deuxième sujet, je vous parlerai d'un boucher fromager qui a reçu des propos et des insultes racistes pour avoir défendu, accrochez-vous, le terroir français. Troisième sujet, je vous parlerai du match France-Israël. On nous en a rebattu les oreilles la semaine dernière et finalement, il y a des leçons politiques à en tirer. C'est ce dont je vous parlerai en troisième thème. Quatrième et dernier sujet, je vous parlerai des plans sociaux qui se multiplient, notamment dans l'industrie, et je vous expliquerai les causes et à mon avis ce qu'il faut faire pour se sortir de cette situation. Voilà mes 4 thèmes. Avant de commencer, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. On approche des 300 000 abonnés, j'en suis très content. Et sachez que pour les 300 000 abonnés, on fera une FAQ, une foire aux questions, où je répondrai donc à vos questions que vous me poserez en commentaire dans la vidéo qu'on fera pour lancer cette foire aux questions. Dernière chose que je veux vous dire, c'est que si vous découvrez cette chaîne-là, l'actu politique de la semaine, c'est une émission qu'on fait tous les samedis à 9h30 sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous découvrez ça et que vous êtes intéressé, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Je commence donc avec mon premier sujet sur le budget pour vous expliquer ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Alors pour ceux qui ne suivent pas les questions budgétaires à l'Assemblée, c'est un petit peu compliqué, mais il y a 2 gros morceaux. Il y a le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. Et à l'intérieur de ces 2 gros morceaux, c'est encore coupé en 2. Il y a une partie recettes et une partie dépenses. Eh bien nous, cette semaine à l'Assemblée nationale, on finissait d'étudier la partie recettes du budget de l'État, c'est-à-dire les impôts, les taxes qui sont prélevés sur l'ensemble des citoyens pour financer le budget de l'État et notamment les services publics. Alors, comme vous le savez, le budget de l'État, il est en déficit assez chronique depuis maintenant plusieurs années et l'Union européenne exige que nous réduisions ce déficit à 3%. Eh bien, le gouvernement de Michel Barnier, le gouvernement de M. Macron disent que la responsabilité de ce déficit, elle vient d'une trop grande dépense publique. C'est-à-dire, ils disent qu'en gros, les fonctionnaires nous coûtent trop cher. Et par exemple, dans les mesures phares du gouvernement Barnier, il y avait l'idée de supprimer 4000 postes d'enseignants pour essayer de faire en sorte de faire des économies comme si c'était les enseignants qui nous coûtaient cher, alors qu'en réalité, les enseignants, ils forment les cerveaux de demain et ils nous permettent au contraire à la fin de gagner de l'argent, parce que quand on a formé des gens qui inventent des trucs fantastiques, tout ça est très bon pour le budget de l'État aussi, même si ce qui nous intéresse, c'est surtout la recherche. Mais donc, il y a une première logique qui est, il faut faire des économies. Et nous, avec le nouveau Front populaire et les Insoumis, on a fait une toute autre démonstration avec ce budget de l'État. On a dit qu'il y avait un problème de recettes. Parce que oui, dans les dernières années, il y a eu des milliards et des milliards et des milliards d'euros de cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches de notre pays. Je vous prends un exemple que vous connaissez, la suppression de l'ISF, de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça, c'est de l'argent en moins qui rentre dans les caisses de l'État. Donc d'un côté, des cadeaux aux plus riches et de l'autre, des cadeaux aux grandes entreprises de notre pays, avec notamment des suppressions d'impôts ou des cadeaux fiscaux sous forme de niches fiscales qui permettent en gros de ne pas payer toute la somme d'impôts qu'on devrait donner. Ça, c'est ce qui s'est passé dans les années précédentes, à tel point que ça a en réalité creusé le déficit en diminuant les recettes de l'État. Eh bien nous, avec le nouveau Front populaire, ce que nous avons fait dans cette partie recettes du budget, c'est qu'au contraire, nous avons réaugmenté les impôts des plus riches. Je dis bien réaugmenté, pas augmenté, pas créé. On a rétabli un certain niveau d'imposition sur les plus riches de notre pays. Et quand je dis les plus riches, je parle vraiment des très très riches. On a notamment imposé les milliardaires et le patrimoine des milliardaires avec une taxe exceptionnelle à 2% du patrimoine des milliardaires. Accrochez-vous, à elle toute seule, cette taxe-là, elle rapporte 14 milliards d'euros en s'appuyant sur les 147 milliardaires du pays. Vous avez bien entendu, 14 milliards d'euros qui s'appuient sur 147 personnes. Mais attendez, accrochez-vous pour comprendre à quel point il y a un écart de richesse quand vous augmentez, y compris chez les milliardaires entre eux, il y a des écarts de richesse et de patrimoine. Eh bien, cet impôt qui rapporte 14 milliards sur les 147 plus riches, il rapporte 13 milliards sur seulement les 10 plus riches de notre pays. Donc vous voyez qu'il y en a qui ont accumulé des sommes considérables et nous on se proposait juste d'en récupérer un petit peu pour éviter de supprimer des infirmiers et des infirmières, des professeurs, des enseignantes, des enseignants, des fonctionnaires de police et de justice, bref, pour essayer de faire tourner correctement le service public. Eh bien on a fait cette démonstration parce qu'au final, c'est les chiffres même du ministre du budget, on avait réussi
entre les dépenses et les augmentations de recettes qu'on avait fait, on avait réussi à dégager 57 milliards d'euros supplémentaires, ce qui nous permettait pour une fois de respecter les engagements européens et de passer sous les 3%. Je vous dis au passage que personnellement, j'en ai à peu près rien à faire des engagements et des 3% de l'Union européenne, mais en tout cas, il y en a pour qui c'est un gros objectif et que c'est vraiment très très important. Et donc, on avait réussi à obtenir ce résultat-là de l'aveu même du ministre qui en avait parlé lors de la fin de cet examen du budget qui s'est terminé autour, si mes souvenirs sont bons, de 2h30 du matin ou 2h45 du matin, quelque chose comme ça. Ce mardi, donc, on avait le vote sur cette partie recette du budget, vote avec l'ensemble des amendements qui avaient été adoptés pour faire en sorte qu'on fasse rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et finalement, eh bien, le budget a été repoussé par l'Assemblée nationale en raison du vote contre des macronistes et des républicains, mais aussi en raison du vote contre du Rassemblement national. Alors là, j'insiste un petit peu sur ça, parce que le Rassemblement national, ils ont un comportement qui est assez étrange. Quand on est dans l'Assemblée nationale, il y a eu un certain nombre de fois où ils ont voté favorablement à nos amendements. Pas toujours, mais une fois de temps en temps, ils ont voté favorablement aux amendements qui, notamment, créaient des rentrées fiscales en imposant les revenus du capital et les revenus des plus riches de notre pays. Une fois de temps en temps, ce n'était pas toujours le cas. Il y avait des fois où ils votaient avec les macronistes, où ils disaient qu'on était horrible et que finalement la gauche c'était l'enfer fiscal, etc. Ils reprenaient la même rhétorique que les macronistes dans un certain nombre de cas, mais généralement c'était pour défendre des trucs genre le patrimoine immobilier, parce que Le Pen a un gros château, donc eux ils aiment bien protéger le patrimoine immobilier. Mais enfin bon, en tout cas, dans un certain nombre de cas, il y avait des votes qui étaient assez semblables sur la base de nos amendements à nous. Et puis à la fin, ils arrivent et ils disent « tout ça est un scandale, tout ça est une folie fiscale ». Eux-mêmes, ils ont fait adopter des amendements dans le budget, dont un qui devrait leur faire plaisir. Ils avaient supprimé carrément la contribution de la France à l'Union européenne. Donc vous voyez, eux-mêmes, ils avaient fait adopter un amendement qui était un amendement énorme pour eux, parce que la contribution de la France à l'Union européenne, c'est une somme considérable. Et symboliquement, pour le Rassemblement national, on peut penser que c'était un truc qui justifiait, je ne vais pas dire nécessairement un vote pour, mais au moins une abstention. Eh ben non, chaque fois qu'il faut défendre le libéralisme et les macronistes, à la fin, le Rassemblement national arrive sur le devant de la scène et vote avec les macronistes. Alors, je vous explique quand même ce que ça veut dire politiquement cette situation, parce que c'est exceptionnel. En fait, c'est du jamais vu dans notre pays. Ce qui se produit quand on vote le budget, c'est que normalement, c'est là qu'on voit qui est dans la majorité et qui est dans l'opposition. D'habitude, ce qui se passe, c'est que le gouvernement, il arrive, il présente son budget, il y a des amendements qui sont adoptés, qui sont refusés, etc. Et puis ensuite, il met au vote son budget, la majorité vote pour et l'opposition vote contre. Et c'est justement là qu'on vérifie qui est bien dans l'opposition, parce que ceux qui votent contre, on considère que c'est eux qui sont dans l'opposition au gouvernement. Et là, il s'est produit l'exact inverse. C'est-à-dire que nous, le nouveau Front Populaire, qui sommes censés être dans l'opposition, vu qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement de Michel Barnier, eh ben, on a tellement modifié le budget qu'à la fin, nous, on a voté pour, et que ce sont les soutiens du gouvernement et le Rassemblement national qui ont voté contre. Que toutes les choses soient bien claires, ça veut dire que le gouvernement est dans l'opposition. Ça veut dire que c'est nous, la majorité à l'Assemblée nationale, et que le gouvernement s'oppose à la majorité. C'est une situation lunaire. Donc, cela vous montre qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale, les débats sur le budget de l'État donnent à voir la crise politique qui a lieu depuis maintenant plusieurs années, mais qui s'est encore accentuée avec la dissolution et les dernières élections législatives. Tout ça est une situation vraiment lunaire, mais si vous devez en retenir une chose, c'est que désormais, le budget va partir vers le Sénat, que le Sénat va en débattre, que le Sénat va transformer ça en un budget de droite et qu'il va ensuite revenir devant l'Assemblée nationale où vraisemblablement le gouvernement utilisera un 49.3 pour passer en force le budget adopté par le Sénat. Ils utilisent une entourloupe parce que normalement les représentants de la souveraineté populaire c'est nous à l'Assemblée nationale, donc c'est nous qui devons décider du budget de l'État pour représenter le peuple français, mais non, eux ils ont décidé que c'était le Sénat qui représentait le peuple français et que de toute façon si l'Assemblée nationale n'était pas d'accord avec ça, 49.3 avec la possibilité d'essayer de faire passer en force un budget donc qui ne correspond pas à la volonté de l'Assemblée nationale. Et si jamais ce 49.3 est adopté, le texte passe, mais si jamais ce 49.3 est rejeté, alors je vais vous expliquer comment on rejette, le texte ne passe pas et le gouvernement doit démissionner. Justement, si on veut rejeter un 49.3, c'est la seule solution, il faut déposer une motion de censure du gouvernement et faire tomber à la fois le gouvernement et le texte, en l'occurrence le budget. Bah là, la question qui va se poser, c'est que fait le Rassemblement national? Parce que la dernière fois qu'on a déposé une motion de censure, ils ne l'ont pas votée. Donc est-ce que là, ils vont la voter ou pas la voter? Est-ce qu'ils vont être d'accord ou pas d'accord avec le budget de M. Barnier? Est-ce qu'ils vont être
dans l'opposition ou est-ce qu'ils vont être dans la majorité, dans un soutien sans participation au gouvernement de M. Barnier? Pour l'instant, personne ne sait ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, il y a des clarifications politiques qui s'opèrent parce qu'à chaque étape où il fallait être contre Macron et Barnier, ils ont été pour, ou en tout cas, ils les ont sauvés de la difficulté. Ils n'ont pas voté la censure du gouvernement Barnier, ils n'ont pas voté la destitution d'Emmanuel Macron et ils n'ont pas voté le budget qu'on avait modifié avec le nouveau Front populaire. Donc d'une certaine manière, ils ont aidé Macron à sortir de cette situation au moment où justement on pouvait porter une grosse estocade à la politique de Macron. Bref, affaire à suivre, mais en tout cas maintenant c'est parti au Sénat et du coup nous l'Assemblée, alors quand même truc amusant, mais nous on se retrouve sans rien faire. On ne peut plus rien faire. Normalement, une fois que vous avez fini d'étudier la partie recettes, vous étudiez la partie dépenses, donc c'est là où on discute les services publics, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, etc. Et bien là, on ne discute plus de rien. Il n'y a plus rien dans l'agenda de l'Assemblée nationale qui soit lié au budget. On ne peut plus rien dire sur ce sujet-là. Maintenant, c'est entre les mains du Sénat. Donc, vous ne pouvez même pas savoir ce que pensaient les gens sur la suppression des 4000 postes d'enseignants, sur ce qu'il faut faire en matière de justice, etc. etc. Tout ça, c'est parti au Sénat et on n'en discute plus. Vous avez une raison supplémentaire de détester la Ve République et de vouloir passer à une Sixième République, je crois. Mon deuxième sujet, c'est donc ce boucher fromager qui s'appelle Abbas et qui a reçu un grand nombre de propos racistes après avoir fait une vidéo qui commençait par « Nous les Français », et bien ensuite il parlait du fromage, de la qualité des produits du terroir, etc., etc. Ce boucher, il est noir. Et c'est la raison pour laquelle il a reçu des propos racistes. C'est parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas qu'on puisse dire nous les Français en n'ayant pas ma couleur de peau. Et il y a plein de gens qui sont malheureusement très racistes dans notre pays. Mais regardez à quel point les gens sont partis dans le décor sur cette question-là. Il y a quelques années, vous êtes peut-être trop jeune pour certains d'entre vous pour vous en souvenir, mais moi il y a quelques années, les fachos, pour embêter les gens qu'ils estimaient ne pas pouvoir faire partie de notre pays, ils faisaient des apéros saucisson pinard. C'était ça le grand truc, c'était des apéros saucisson pinard, parce que dans la religion juive comme dans la religion musulmane, eh bien, il est interdit de manger du porc. Donc c'était leur grand truc pour essayer de faire porter leur dinguerie antisémite et islamophobe. C'était ça, on va bouffer du saucisson et boire du vin, et comme ça, on va faire peur aux gens qui n'ont pas la bonne religion et à la fin, pas la bonne couleur de peau. Aujourd'hui, il y a un gars qui dit, nous les Français, qui défend les produits du terroir français, et ça leur va toujours pas. Donc en fait, vous voyez bien que ce n'est pas une question, comme ils disent parfois, d'assimilation, qui est un mot que personnellement, je n'aime pas beaucoup. Mais ce n'est pas une histoire de il faut s'assimiler, s'intégrer, je ne sais quoi. En fait, ça ne sera jamais bien pour eux, ça ne sera jamais assez, il n'y aura jamais rien qui va. Si jamais vous n'avez pas la bonne couleur de peau, un certain nombre de personnes ne vous considéreront jamais comme des Français à part égale avec les autres. Et c'est bien là que s'inscrit le racisme. Parce que souvent, les gens du Rassemblement national, ils vont dire « Mais non, nous, on n'est pas racistes, mais… » Déjà, généralement, ils disent « Nous, on n'est pas racistes, mais… » Puis ensuite, ils disent un truc raciste. Mais ils vont dire « On n'est pas racistes, on a un problème avec l'immigration, mais sous-entendu, les gens qui arrivent, nous, on n'aurait pas de problème avec les gens qui travaillent, qui s'intègrent, qui je ne sais quoi. » D'une certaine manière, suivant un certain nombre de conditions, et ben à la fin, il n'y aurait pas de problème pour eux. Mais en fait, en tenant ce genre de propos, ils font la démonstration qu'en réalité, il reste à la fin pour eux le racisme. Qu'à la fin des fins, reste intégrée cette question de la couleur de peau. Et c'est sur l'unique base de la couleur de peau de ce monsieur qu'il a reçu des insultes qui niaient sa nationalité française. Et c'est bien là tout l'enjeu qui est posé pour notre société. C'est que justement, être des républicains convaincus, c'est considérer que la couleur de peau, l'origine, la religion, le genre, l'orientation sexuelle ne sont pas des sujets, qu'il y a une seule question qui vaut, et c'est même pas de défendre ou pas les produits du terroir. La seule chose qui vaut, c'est de défendre les lois de la République et les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. C'est tout, point barre. Si jamais vous êtes d'accord avec ça, eh bien ça suffit pour faire des Français dignes de ce nom au regard de ce que propose la République française. Et vous voyez à quel point ceux qui finalement sont les moins français dans cette histoire, ce sont bien les racistes et les fachos, puisque eux ne supportent pas les valeurs de la République, puisque eux ne supportent pas cette devise liberté, égalité, fraternité, compte tenu du fait que le mot qui est en plein milieu, égalité, ils n'ont toujours pas compris que ce n'est pas lié à la couleur de peau, et que le mot fraternité, clairement, eh bien, ils n'ont toujours pas non plus compris ce que c'est pour mettre des commentaires insultants et vraiment déplorables. Je ne vais pas vous les lire parce que franchement, j'ai pas envie de lire des propos racistes sur ma chaîne. Mais alors, on est à un niveau de caractère odieux des propos où si vous voulez vous renseigner un peu, vous irez regarder, mais c'est vraiment honteux. Alors par contre, moi j'ai trouvé génial
la réaction de Abbas, parce qu'il il a répondu en disant, eh ben, de toute façon, comment dire ça poliment, il a dit que de toute façon, il s'en fichait, que lui, il continuerait à défendre les produits du terroir qui sont dans sa boucherie fromagerie, et qu'il réaffirmait le fait qu'on avait beaucoup de chance d'avoir des produits d'aussi bonne qualité, parce que c'est vrai, une des choses qui fait qu'on rayonne dans le monde, eh bien, c'est notre, disons, appétit pour les bonnes choses et la bonne chair, comme on dit dans le vocabulaire consacré, n'est-ce pas? Alors évidemment, on envoie beaucoup de soutien à Abbas. Merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo, parce que ça les a bien tous fait hurler. Et puis, ça leur rappelle que le peuple français, c'est autre chose que leur lubie raciste. Moi, j'ai fait une intervention il y a quelques jours dans l'Assemblée, je vous en avais parlé, d'ailleurs je l'avais mise dans l'Assemblée nationale, qui montrait qu'en fait, en réalité, quasi tous les députés de l'Assemblée nationale étaient eux-mêmes des descendants d'immigrés. Donc vous voyez bien que c'est pas un sujet, c'est non seulement pas un sujet pour être français, mais pas non plus pour être représentant du peuple français à l'Assemblée nationale. Et je crois que quand il y aura un peu plus de gens qui n'ont pas ma couleur de peau à l'intérieur de l'Assemblée nationale, eh ben, tout le monde comprendra que le peuple français, précisément, c'est pas une couleur de peau, c'est une adhésion à des valeurs. Et j'en termine sur ce sujet-là. Mon troisième sujet, c'est le match France-Israël qui avait lieu donc cette semaine, ce jeudi soir, et qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors il a fait couler beaucoup d'encre pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une ambiance un peu particulière autour des matchs de foot en ce moment. Ça date de la fin du mois d'octobre, où Bruno Retailleau a dit qu'il voulait mettre des policiers en civil dans les gradins, chez les supporters de foot, pour essayer de repérer les gens qui potentiellement pourraient être violents. Donc il y avait une ambiance un peu, attention, dans le foot, il peut y avoir des violences, etc. Puis comme M. Retailleau, il fait les gros bras tout le temps, et ben, il disait, ouais, des policiers partout, comme ça, on va essayer d'éviter les violences avec des policiers partout. Bon, ça c'était l'ambiance de la fin du mois d'octobre. Et puis après, ça a complètement changé dans l'autre sens, puisque il y a eu le match entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv, dont je vous ai parlé la semaine dernière et dont je vous ai dit à quel point il y avait eu une forme de hiérarchisation dans les violences qui avaient eu lieu sur la scène médiatique, qui était absolument écœurante. Mais ça, je vous en ai parlé la semaine dernière, donc je ne reviens pas dessus. Mais en tout cas, toujours est-il que il y a eu cette fois-ci aussi un sujet autour du foot et de la violence dans le foot, et notamment, si on avait traité la question correctement, on aurait pu parler de la violence des supporters du Maccabi Tel Aviv et de la violence ensuite qu'ils ont subie après avoir fait un grand nombre de provocations, et notamment des violences racistes qui existent de part et d'autre, puisque les supporters du Maccabi avaient traité des gens de sales arabes, et qu'ensuite il y a des gens qui leur ont tapé dessus en les traitant de sales juifs, ce qui est odieux dans un sens comme dans l'autre. Mais du coup, il y avait cette ambiance un peu, attention, les matchs de foot, il peut y avoir de la violence, etc. etc. À tel point que du coup, Retailleau avait décidé de mettre un dispositif énorme avec, je crois, 4000 ou 4500 policiers et gendarmes présents sur le stade et aux abords du stade pour assurer la sécurité de ce match. Alors, c'était un peu surdimensionné, parce qu'à la fin, il y avait 16 000 personnes. Mais justement, la question de pourquoi il y avait aussi peu de monde, c'est la question dont je veux vous parler. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'appels de dirigeants politiques à se rendre à ce match. Il y a M. Macron, M. Sarkozy, M. Hollande, il y avait Mme Pécresse, il y avait M. Valls lui-même. Enfin, il y a beaucoup de gens que tout le monde déteste qui ont participé à ce match et qui ont appelé à participer à ce match. Avec une manière de présenter les choses qui est assez déplorable. Il disait, il n'y a pas de politique dans le sport, et d'une certaine manière, eh bien, on accueille l'équipe d'un pays ami, l'équipe d'Israël, sur notre sol, et donc il faut que ça soit un match de foot entre deux équipes, parce que le foot, c'est une manière de faire autre chose que de parler de politique et d'avoir des relations normales. Oui, sauf que non. Sauf que précisément, ce qu'avaient dit les Insoumis avant le match, c'était justement que ce match ne devait pas avoir lieu, puisqu'il s'agissait in fine d'un match amical, compte tenu du fait qu'Israël est déjà éliminé de la compétition dans laquelle elle devait participer, qui est la Ligue des Nations, je crois. Mais donc, Israël est éliminé, donc ça devient un match amical, si vous voulez, ce match. Et quel est l'intérêt de faire un match amical avec une équipe dont le pays, et notamment le chef, est en train de commettre à Gaza un génocide, une guerre au Liban, une colonisation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Bref, quel est l'intérêt d'aller afficher un match amical avec une équipe
dont le pays est en ce moment en train de commettre des atrocités, le jour même en plus où un comité spécial de l'ONU disait que les pratiques militaires d'Israël dans la bande de Gaza s'apparentaient à des pratiques génocidaires. Encore une fois, il y a eu un comité spécial de l'ONU qui a dit ça. Et donc il y a plein de gens qui nous appelaient à participer à ce match, on ne comprend pas bien pourquoi. Dans une forme de soutien à Israël, dans une forme d'affirmation de nos relations d'amitié avec Israël, quelque chose comme ça. C'était ça l'objectif de tout ça. Heureusement, les gens ne s'y sont pas trompés et ont bien compris qu'il y avait un enjeu politique, qui était sans doute celui-ci, qui était derrière la tenue de ce match en grande pompe au Stade de France, alors qu'il y a eu plein d'hypothèses alternatives qui ont été envisagées. Mais l'information principale de ce match, c'est l'immense flop que ça a été, puisque selon l'équipe, il y avait très précisément 16 611 spectateurs, ce qui est le nombre le plus faible de spectateurs jamais enregistrés, et qui vous dit donc qu'il y avait un spectateur pour 5... Non, il y avait un gendarme ou un policier pour 5 spectateurs, ce qui est quand même un niveau de mobilisation des forces de sûreté intérieure assez élevé pour le nombre de spectateurs qu'il y avait. Et qui, par ailleurs, n'a pas permis d'empêcher qu'il y ait des violences, puisque précisément, il y a des supporters israéliens qui ont frappé des supporters français, preuve que le dispositif policier mis en place par Retailleau a en plus été inefficace pour assurer la sécurité des gens dans le stade. J'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui y étaient allés, mais qui y étaient allés pour brandir des drapeaux palestiniens. Et bien franchement, je leur dis merci, parce qu'évidemment, ils avaient interdit tous les drapeaux et ils ne voulaient pas qu'il y ait de politique. Alors eux, ils font de la politique dans le stade, et vous aviez une magnifique photo de tous les gens que tout le monde déteste, Macron, Sarkozy, etc. Une très belle photo, c'était vraiment la photo, ils ont mis ensemble tous les gens qu'on déteste. Et eux, ils ne font pas de politique, hein, bien sûr, le sport pour eux, c'est pas de la politique. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de brandir un drapeau palestinien pour apporter votre soutien au peuple palestinien dans ce match avec l'équipe d'Israël. Tout ça est lunaire, mais en tout cas, on peut dire merci aux gens qui ont brandi des drapeaux palestiniens, qui ont ramené de la politique dans ce stade, et merci aux gens qui ne sont pas allés voir le match, parce que je pense que le boycott de cette opération médiatique et politique était finalement la meilleure chose à faire et la meilleure réponse à Emmanuel Macron et à tous les gens qui nous ont dit qu'il fallait absolument assister à ce match. Voilà, j'en finis là-dessus. Et mon quatrième et dernier sujet, c'est les plans sociaux qui se multiplient. Alors là, on est dans une période un peu catastrophique en la matière, parce que il y a des journaux qui ont fait un peu le calcul. On pourrait aller jusqu'à 300 000 suppressions d'emplois dans un certain nombre de secteurs, et en particulier, la crise est très forte, notamment dans l'automobile. Tout ça ne vient pas de nulle part. Tout ça vient de plein de choses à la fois qui, en se coordonnant, en se mettant tout ensemble, font un cocktail explosif en matière de souveraineté industrielle. Vous avez à la fois l'augmentation des prix de l'électricité qu'il y a eu dans les années précédentes, qui a rendu très compliqué la production industrielle dans notre pays. La production industrielle, c'est quelque chose qui est très consommateur d'électricité et qui, par la force des choses, eh bien, quand l'électricité augmente, ça rend plus difficile votre production. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'inflation, ça a touché tout le monde. Donc, avec l'augmentation de l'inflation, les gens ont perdu du pouvoir d'achat. Et en perdant du pouvoir d'achat, ils ont baissé leur consommation. Donc, en baissant leur consommation, ils ont baissé le carnet de commandes de l'industrie. Et donc, à la fin, les industries vendent moins. Et ça vous explique aussi pourquoi le carnet de commandes des industries s'est vidé, et ça marche aussi pour la question de l'automobile en l'occurrence. Et puis dans l'automobile spécifiquement, il y a encore quelque chose de particulier qui se produit, c'est qu'en ce moment on est en train de faire un virage vers l'automobile électrique, avec d'ailleurs un certain nombre de lois sur lesquelles on pourrait discuter en détail, parce qu'il faut savoir quand même que quand on fait, je crois que c'est 1 million de voitures électriques en plus, égale l'équivalent de production d'une centrale nucléaire. Donc il faut se poser aussi la question de comment on produit notre énergie. Mais en tout cas, la question qui est centrale derrière, c'est qu'il y a une question technologique qui va avec le changement de système pour ces voitures. Or, sur la question de la production des voitures électriques, eh bien, on a pris un très très grand retard sur des pays comme la Chine. Et la Chine est devenue un des leaders en matière de production de voitures électriques. Et nous, de notre côté, en France, eh bien, on a pris beaucoup de retard, alors que nous, on était jusqu'à présent parmi les leaders mondiaux de l'automobile, avec notamment l'Allemagne et les États-Unis. Mais voilà, cette situation a changé et la Chine vient nous faire une concurrence assez forte, avec en particulier aussi les États-Unis qui interviennent dans la manœuvre et qui, eux, de leur côté, sont en train, avec l'élection de Donald Trump, de proposer une augmentation des tarifs douaniers aux États-Unis, c'est-à-dire potentiellement encore une baisse des ventes de l'industrie
européenne en général et française en particulier. Donc cette situation explosive, elle fait que, eh bien, il y a des industries qui sont en assez grande difficulté. Mais se rajoute encore quelque chose de supplémentaire, c'est la rapacité des capitalistes. Si vous prenez l'entreprise Michelin par exemple, elle dit qu'elle veut supprimer 1200 emplois en France. Sauf que dans l'entreprise Michelin, entre 2019 et 2024, il s'est produit quelque chose qui n'est pas lié à l'augmentation des prix de l'énergie, qui n'est pas lié à la baisse de la production industrielle ou de la demande de produits industriels, non, qui est lié à la rapacité des actionnaires. En 2019, Michelin reversait 20% de ses bénéfices aux actionnaires. En 2024, Michelin reverse 48%, c'est-à-dire près de la moitié de ses bénéfices aux actionnaires. Vous voyez comment une partie de la richesse produite par l'entreprise, c'est-à-dire produite par les travailleurs, est passée des mains, non pas de l'entreprise et des travailleurs reversés en salaire ou reversés en investissement pour l'entreprise, est passée de cet endroit-là vers la poche des capitalistes et des actionnaires. Et ça vous explique comment ces entreprises ont désormais des grosses difficultés parce que la rapacité, la volonté des actionnaires d'accaparer l'argent rend plus difficile la situation des entreprises et les met dans des situations d'extrême tension. Alors vous avez d'autres exemples de la rapacité des dirigeants d'entreprise. Par exemple, dans l'Oise, il y a une entreprise qui s'appelle Silverglass où ils produisent du verre de luxe, en gros du verre de haute qualité pour l'industrie du luxe. Et là, accrochez-vous, les dirigeants ils proposent de baisser les salaires. Sauf que quand on écoute les syndicats de salariés, c'est la CGT qui est majoritaire dans cette entreprise et que j'ai entendu l'autre fois sur BFM, quand vous écoutez les salariés, ils disent que en fait, bon, bien sûr, il y a une baisse du carnet de commandes en raison de la situation économique, que bien sûr, l'augmentation des prix de l'électricité, ça joue négativement dans la situation financière de l'entreprise, mais que en réalité, eh bien, ce que ne veulent pas baisser les dirigeants d'entreprise, c'est les profits et que, en gros, l'ajustement, plutôt que de le faire sur le niveau de profit qui va être dégagé par l'entreprise et de baisser un peu le niveau de profit de l'entreprise, ben non, ils veulent maintenir le même niveau de profit, mais comme ils sont bien obligés de payer l'électricité et comme il y a un carnet de commandes qui est un peu plus bas, et ben qu'est-ce qu'ils font? Et ben ils vont baisser les salaires parce que comme ça leur permet de maintenir à peu près le niveau de profit. Vous voyez à quel point c'est scandaleux? Ça veut dire que d'une certaine manière, pour les capitalistes, pour les grands dirigeants d'entreprise, pour les propriétaires réels de ces entreprises, eh bien, ceux qui doivent toujours faire des efforts, c'est les travailleurs, alors même que ceux qui créent la richesse, c'est les travailleurs. Parce que si les travailleurs de l'entreprise Silverglass, ils arrêtent de travailler, si les travailleurs de l'entreprise Michelin, ils arrêtent de travailler, si les travailleurs dans tout le pays, ils arrêtent de travailler, il n'y a plus rien qui est produit. Donc, la richesse, elle est produite. C'est pas suffisant de mettre du fric. Si jamais vous n'avez pas des gens qui travaillent pour transformer le fric en quelque chose qui est utile et qui peut se vendre et qui a une valeur ajoutée, vous irez lire Marx si jamais vous avez du temps. Mais si jamais vous n'avez pas tout ça, ça sert à rien d'avoir du fric parce que votre fric, il reste un tas de fric qui ne bouge pas. Donc, vous voyez à quel point ils essayent de prendre la richesse produite par les travailleurs, d'en prendre toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et quand la situation n'est pas aussi bonne qu'elle l'était avant, et bien plutôt que de lâcher un peu, de dire bon, allez, tant pis, on fera un peu moins de bénéfices cette année. Non, non, ils sont prêts donc à aller jusqu'à baisser les salaires. Mais baisser les salaires, ça veut dire quoi pour la vie des gens? Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de payer les factures d'électricité. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de payer le loyer. Ça veut dire que vous devez faire des économies sur la bouffe de vos gosses. C'est ça ce que ça veut dire concrètement quand on baisse le salaire des gens. C'est pas genre on va s'ajuster, on va faire je sais pas quoi. Non, non. La vie des gens, c'est pas un casino ou une entreprise. Il y a des trucs qui tombent à la fin de chaque mois et il faut être capable de régler les factures et de faire vivre toute la famille. Donc vous voyez, c'est une forme d'inhumanité en fait vis-à-vis des travailleurs qui a lieu dans ce genre de situation. C'est pareil pour l'entreprise Michelin. Je ne sais pas si vous avez vu ce député macroniste qui s'est rendu sur le site en disant « Oui, bah, on a créé des emplois avec Emmanuel Macron ». Le mec, il va dire ça à des gens qui sont en train de perdre leur travail. Ils sont en train de faire un piquet de grève pour se battre justement contre les suppressions de postes. Le mec, il vient, il dit « Ah bah nous, on a créé plein d'emplois ». Enfin, il s'est fait recevoir, le mec, et c'est normal. C'est vraiment une forme d'indifférence vis-à-vis de la situation des gens, de ne pas comprendre ce que ça veut dire que de perdre son emploi ou d'avoir une baisse de son revenu, qui moi, me sidère en fait. C'est totalement sidérant qu'ils ne soient pas capables de comprendre ça. Bref, voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, tous les samedis, 9h30, on sort l'actu politique de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait. Un très bon week-end si vous regardez la vidéo le week-end. Une très bonne semaine si vous regardez la vidéo en semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.